Le 2 avril 1545, dans les appartements dorés du château de Fontainebleau, Catherine de Médicis pousse un dernier cri. Une petite fille vient au monde, portée dans les bras de l'ambassadeur anglais Thomas Cheney. Cet enfant, qu'on prénommera Élisabeth, ignore encore qu'elle deviendra l'une des pièces maîtresses d'un jeu politique impitoyable où sa propre mère la vendra au plus offrant. Son père Henri n'est encore que dauphin de France, en conflit permanent avec son propre père François Ier. Mais déjà, cette nouveau-née porte en elle le destin tragique des princesses de l'époque, celui d'être négociée comme une marchandise pour sceller des alliances. Dans ce monde où les mariages royaux déterminent l'équilibre des puissances européennes, chaque princesse naît avec une étiquette de prix, et celle d'Élisabeth sera particulièrement élevée. Catherine de Médicis, cette Italienne au regard perçant, observe son enfant avec un mélange d'amour maternel et de calcul politique froid. Cette petite Élisabeth représente bien plus qu'une fille. Elle est un atout diplomatique de première importance, une carte à jouer dans le grand jeu européen. Catherine le sait déjà, même si l'enfant l'ignore encore. L'enfance d'Élisabeth se déroule dans un environnement privilégié mais tendu. Son grand-père François Ier meurt en 1547 et son père monte sur le trône de France sous le nom d'Henri II. La petite fille grandit aux côtés de Mary Stuart, la future reine d'Écosse, fiancée à son frère François. Les deux enfants partagent la même chambre, développent une amitié profonde, rient ensemble, jouent ensemble, sans savoir que leurs destins sont déjà tracés par d'autres dans les couloirs du pouvoir. Catherine de Médicis, contrairement aux rumeurs tenaces, reste proche de ses enfants pendant leur enfance. Elle les fait voyager avec elle, leur achète des présents et des textes de dévotion, veille personnellement à leur éducation. Mais derrière cette tendresse maternelle se cache une femme politique impitoyable qui n'hésitera pas à sacrifier ce qu'elle a de plus cher. Dès l'âge de 2 ans, en 1547, Élisabeth découvre ce que signifie être une princesse dans l'Europe du XVIe siècle. Son nom circule déjà dans les couloirs diplomatiques européens comme une monnaie d'échange potentielle. Henri VIII d'Angleterre, son parrain, observe cet enfant avec intérêt. Il a un fils, Édouard VI, et une alliance franco-anglaise pourrait servir ses desseins. En 1550, quand Élisabeth n'a que 5 ans, le projet prend forme. Catherine de Médicis fait réaliser un portrait de sa fille par François Clouet, le grand peintre de la cour. Ce dessin traverse la Manche dans une sacoche diplomatique accompagnée d'un portrait du jeune roi anglais. On apprend à la petite Élisabeth à dire « Bonjour au roi d'Angleterre, monseigneur », en regardant l'image de ce garçon qu'elle devrait épouser. L'enfant obéit sans comprendre. Pour elle, ce n'est qu'un jeu étrange inventé par les adultes. Elle ne réalise pas qu'on négocie déjà son corps, son avenir, sa liberté. Catherine de Médicis observe sa fille répéter ces mots et ressent peut-être déjà la douleur de ce qu'elle devra faire. Mais les intérêts de la France passent avant les sentiments maternels. Le destin en décide autrement. Édouard VI meurt en 1553 à seulement 16 ans. Le premier marché matrimonial d'Élisabeth s'effondre. Marie Eyre Tudor, demi-sœur d'Édouard VI, monte sur le trône d'Angleterre et épouse Philippe II d'Espagne. Ce mariage change complètement la donne européenne. L'Espagne et l'Angleterre s'alignent contre la France. Henri II se retrouve encerclé, avec des ennemis au nord et au sud. Ce contretemps ne décourage nullement Catherine de Médicis. Au contraire, elle comprend que sa fille prend de la valeur sur le marché matrimonial européen. Cet enfant qui grandit, qui devient plus belle, plus accomplie, représente un capital, grandissant pour le royaume de France. Élisabeth grandit dans l'ignorance de ses tractations. Catherine de Médicis lui fait donner la meilleure éducation possible. La jeune fille apprend le dessin et la peinture avec talent, pratique sous la direction de Sophonisba Anguissola, une de ces dames italiennes. Elle maîtrise la danse avec Paul de Rège, son maître, qui lui enseigne ses nombreuses danses de cour qui révèlent la majesté royale. La danse, plus qu'un divertissement, devient un art politique. Selon Toineau Arbeau, dans son Orchésographie, danser consiste en saut, flexion du corps, écartement, génuflexion, élévation, mouvement des pieds et autres attitudes corporelles. Élisabeth apprend la maîtrise de son corps,
cette qualité indispensable pour une future reine. Elle ne sait pas encore que ce corps qu'elle apprend à contrôler ne lui appartiendra jamais vraiment. Catherine de Médicis observe sa fille avec fierté et inquiétude. Cette enfant intelligente, gracieuse, cultivée, sera parfaite pour charmer n'importe quel souverain européen. Mais chaque progrès d'Élisabeth rapproche l'échéance fatale où il faudra la livrer à un étranger. La correspondance de Catherine révèle son attention maternelle. Elle fait réaliser des portraits de ses enfants au moins une fois par François Clouet ou d'autres artistes, au vif et pas toujours dans la même position. Ces portraits servent à la fois de souvenirs familiaux et d'outils diplomatiques. Catherine comprend le rôle du portrait, sa force agissante, force de rendre présent l'absent. Les années 1550 marquent l'apogée du conflit entre la France et l'Espagne. Henri II poursuit obstinément le rêve italien de son père François Ier, tentant de conquérir Milan et Naples. Cette guerre d'orgueil coûte une fortune astronomique. Les caisses royales se vident à une vitesse inquiétante. Les banquiers d'Anvers, qui financent les deux camps, commencent à s'alarmer et à réclamer leurs créances. Catherine de Médicis voit les finances du royaume s'effondrer. Chaque bataille, chaque siège, chaque campagne militaire creuse un peu plus le déficit. Henri II, obsédé par ses ambitions italiennes, refuse d'écouter les avertissements. Il emprunte, taxe, vend des charges, hypothèque l'avenir du royaume. En 1557, catastrophe absolue. Les troupes espagnoles commandées par Emmanuel Philibert de Savoie remportent une victoire écrasante à Saint-Quentin le 10 août. L'armée française s'effondre complètement. Pire encore, de nombreux grands seigneurs français sont capturés, y compris le connétable Anne de Montmorency, âgée de 66 ans et figure emblématique du royaume. Paris se retrouve à la merci des troupes ennemies. Catherine de Médicis voit son monde s'écrouler. Son mari Henri II doit faire face à une défaite militaire humiliante et à une situation financière catastrophique. Les coffres sont vides, les alliés se détournent, l'Espagne de Philippe II semble triompher sur tous les fronts. C'est dans ce contexte désespéré que germe l'idée monstrueuse utiliser Élisabeth comme monnaie d'échange pour obtenir la paix. La jeune fille a maintenant 13 ans. Elle est devenue une adolescente accomplie, formée selon l'éducation raffinée de la Renaissance française. Elle ignore tout des discussions secrètes qui se déroulent dans les cabinets royaux où l'on évalue sa beauté, sa dot potentielle, sa valeur sur le marché matrimonial européen. En novembre 1558, Marie Tudor meurt sans descendance. Philippe II d'Espagne se retrouve veuf pour la deuxième fois. Cette mort inattendue ouvre une opportunité diplomatique extraordinaire que Catherine de Médicis saisit immédiatement. Elle comprend que sa fille peut devenir la clé de la paix avec l'Espagne, et cette paix vaut tous les sacrifices. Les négociations secrètes commencent dans l'abbaye de Cercamp, près d'Arras. Philippe II a 32 ans, plus du double de l'âge d'Élisabeth. Initialement, le roi d'Espagne envisage de marier la jeune Française à son fils Don Carlos. Mais ce dernier présente des signes inquiétants d'instabilité mentale. Probablement, dus à la consanguinité de ses parents, il a 6 arrière-grands-parents au lieu des 16 normaux. Philippe II préfère finalement épouser lui-même la princesse française. Les discussions se déroulent dans un secret absolu. Chaque article du futur traité est pesé, soupesé, négocié âprement. La France accepte de renoncer définitivement à ses ambitions italiennes, de restituer la Savoie à Emmanuel Philibert, de rendre la Corse à la République d'Eugène. En échange, l'Espagne offre une paix qui pourrait durer des décennies et sauver le royaume français de la banqueroute. Mais le prix le plus élevé de cette paix, c'est Élisabeth. Catherine de Médicis négocie littéralement sa fille comme on vendrait une province. L'adolescente devient l'objet d'un marché sordide où sa dot, son âge, sa beauté et sa fertilité présumée sont évalués comme des marchandises. Sa mère calcule froidement que cette union peut sauver le royaume de l'humiliation et de l'effondrement financier. Les négociateurs espagnols examinent les portraits d'Élisabeth, questionnent les ambassadeurs français sur sa santé, ses menstruations, sa capacité à enfanter. On discute de sa dot comme on marchanderait des chevaux. Catherine de Médicis, cette mère qui aimait sa fille, accepte de la livrer à un homme qu'elle ne connaît pas,
dans un pays étranger, pour une cause qui la dépasse. Le 3 avril 1559, les traités du Cateau Cambrésis sont signés. Élisabeth apprend officiellement qu'elle épousera Philippe II d'Espagne. La jeune fille de 14 ans découvre brutalement que son destin vient d'être scellé sans qu'on lui demande son avis. Elle, qui avait développé une amitié profonde avec Marie Stuart, se retrouve arrachée à son environnement familier pour devenir un symbole de paix. La cérémonie de mariage par procuration a lieu le 22 juin 1559 à Notre-Dame de Paris. Le duc d'Albe représente Philippe II, absent et occupé ailleurs. Élisabeth, vêtue de blanc et d'or, prononce des vœux devant un époux qu'elle n'a jamais vu. Cette mascarade matrimoniale se déroule dans un faste trompeur qui dissimule mal la réalité. Cette union n'est qu'une transaction commerciale déguisée en conte de fées. Pendant les festivités, tragédie absolue. Henri II, voulant magnifier cette paix chèrement acquise, participe à un tournoi organisé en l'honneur du mariage de sa fille. Le 30 juin 1559, vers la fin de cette journée torride, le roi entre en lice malgré ses 40 ans. Il veut prouver sa vigueur à sa chère maîtresse Diane de Poitiers, dont il porte les couleurs noir et blanc. Catherine de Médicis, toujours superstitieuse, est torturée par de mauvais pressentiments. Elle se souvient de ce qu'un astrologue lui avait prédit 7 ans auparavant, que le roi évite les tournois autour de la quarantaine. Henri II a justement 40 ans. Elle fait demander au roi de ne pas jouer, mais celui-ci refuse d'écouter. Son adversaire est Gabriel de Lorge, comte de Montgomery, capitaine de ses gardes. Après une première passe réussie, Henri II insiste pour rompre une deuxième lance. Dans la précipitation, le maréchal de Vieilleville oublie de mettre le crochet à la visière du casque royal. Montgomery oublie de changer de lance. Quand les deux cavaliers s'élancent, la lance de Montgomery se brise sur l'armure du roi, glisse et pénètre à travers la visière mal fermée. Un éclat de bois s'enfonce dans l'œil gauche d'Henri II. Le roi agonise pendant 10 jours avant de mourir le 10 juillet 1559. Élisabeth découvre avec horreur que son mariage a coûté la vie à son père. Cette coïncidence tragique marquera sa conscience pour le reste de sa courte existence. Elle comprend que le prix de la paix qu'elle incarne s'est payé avec le sang paternel. Catherine de Médicis, devenue veuve et régente, retarde le départ de sa fille préférée pour l'Espagne. Elle prétexte qu'Élisabeth n'est pas encore nubile, mais en réalité, elle ne peut se résoudre à se séparer de cet enfant qu'elle vient de sacrifier pour sauver le royaume. Les mois passent dans une attente douloureuse où mère et fille savourent leurs derniers moments ensemble. La correspondance entre Catherine et Philippe II révèle cette lutte intérieure. Le roi d'Espagne, diplomatiquement, accepte d'attendre, mais rappelle régulièrement que sa jeune épouse lui appartient désormais. Catherine tente de gagner du temps, inventant des prétextes, multipliant les précautions sanitaires, mais l'échéance approche inexorablement. Le 18 novembre 1559, Élisabeth doit enfin quitter la France. Le convoi qui l'emmène vers l'Espagne ressemble à un cortège funèbre déguisé en parade nuptiale. La jeune reine emporte avec elle ses grands coffres, sa suite française destinée à la servir en Espagne, et le poids écrasant de représenter la paix entre deux royaumes qui se sont entretués pendant des décennies. La séparation avec sa mère se déroule dans les larmes. Catherine de Médicis a beau être une femme politique impitoyable, elle reste une mère qui vient d'abandonner sa fille de 14 ans à un homme qu'elle ne connaît pas, dans un pays étranger, pour des raisons d'État qui la dépassent. Élisabeth pleure également en embrassant Marie Stuart, sa compagne d'enfance, et ses frères, qu'elle ne reverra peut-être jamais. Le voyage à travers la France se transforme en pèlerinage douloureux. À chaque étape, Élisabeth découvre l'ampleur du sacrifice qu'on lui demande. Elle n'est plus une adolescente insouciante, mais un symbole politique ambulant. Chaque sourire qu'elle affiche, chaque geste qu'elle fait, chaque parole qu'elle prononce, sont désormais scrutés et interprétés. Elle représente la France aux yeux des Espagnols qui l'accueillent. En janvier 1560, Élisabeth franchit enfin les Pyrénées. Le froid l'accueille dans son nouveau royaume. L'étiquette espagnole, beaucoup plus rigide que la française, l'attend comme une prison dorée. Elle, qui aimait danser, peindre et rire librement, découvre un monde où chaque mouvement est codifié
où la gravité mêlée de douceur devient une obligation permanente. Il fallut plusieurs jours aux responsables du protocole pour régler le cérémonial. La reine se rendit ensuite à Pampelune, où elle fit son entrée en passant par des arcs de triomphe, multipliant les effigies et les défilés en grande partie consacrés à la paix. Après Guadalajara, où elle arriva le 30 janvier pour y célébrer officiellement le mariage, la reine fit ses entrées à Alcalá de Henares, puis à Tolède. À Alcalá de Henares, l'entrée fut organisée par l'université sur le thème de la paix. La reine, par ses effigies, se trouvait au cœur de ce discours. Un lion, couché et recouvert de fleurs de lys, était accompagné d'une allégorie de la paix qui portait à son côté le portrait d'Élisabeth de Valois recevant la paix couronnée de fleurs de lys. Élisabeth incarnait cette ambition de paix au point de devenir, pour la postérité, Isabelle de la Paz, incarnation vivante d'un moment de répit d'autant mieux ressenti que le règne de guerre de Charles Quint se poursuivait avec Philippe. Sous le signe de la réconciliation. Le 31 janvier 1560 à Guadalajara, Élisabeth rencontre enfin Philippe II. L'homme qui l'attend a 2 fois son âge. Veuf 2 fois, père d'un fils mentalement instable, roi du plus puissant empire du monde, il incarne une autorité que la jeune Française n'avait jamais connue. Ce n'est plus le roi Henri II, son père aimant et familier, mais un souverain austère, calculateur, habitué à régner sur des millions de sujets. La première rencontre se déroule selon un protocole minutieusement orchestré. Philippe II, homme cultivé mais austère, observe cette adolescente qui lui arrive de France comme une offrande diplomatique. Élisabeth, de son côté, détaille longuement son futur époux. La légende raconte qu'il lui demande avec humour « Vous regardez si j'ai des cheveux blancs ?» Cette question révèle l'étrangeté de la situation. Une adolescente de 14 ans découvre l'homme mature qu'elle devra aimer, respecter et servir jusqu'à sa mort. Philippe II comprend qu'il vient de recevoir une enfant traumatisée par les événements récents. Cette jeune fille qui vient de perdre son père, d'être arrachée à sa famille, de traverser l'Europe pour épouser un inconnu, mérite ménagement et patience. Élisabeth réalise qu'elle appartient désormais corps et âme à cet étranger qui la regarde avec bienveillance mais aussi comme une possession. Le mariage n'est pas consommé immédiatement. Philippe II, malgré sa réputation d'homme rigide, possède assez de délicatesse pour attendre que sa jeune épouse devienne véritablement femme. Cette période d'attente permet à Élisabeth de s'adapter progressivement à sa nouvelle vie, même si elle reste marquée par l'ampleur du sacrifice qu'on lui a imposé. Les mois suivants révèlent toute la cruauté du marché conclu par Catherine de Médicis. Élisabeth doit apprendre à devenir espagnole. L'étiquette de la cour de Madrid, influencée par l'austérité catholique de Philippe II, contraste violemment avec la légèreté française qu'elle a connue. Fini les bals improvisés, les rires spontanés, les conversations libres. Place à une gravité permanente, à des gestes mesurés, à une piété ostentatoire. La jeune reine découvre que son corps lui appartient encore moins qu'avant. Il doit plaire au roi, lui donner des enfants et surtout un héritier mâle. Chaque menstruation, chaque malaise, chaque changement physique sont scrutés par les médecins royaux. Claude de Valpergue, dame française de l'entourage de la reine, signale enfin à Catherine de Médicis, en août 1561, l'arrivée des premières règles d'Élisabeth. Tous surveillent les besognes de la reine comme on observe les cycles d'un animal reproducteur. En mai 1561, 2 ans après la cérémonie parisienne, le mariage est enfin consommé. Élisabeth a 16 ans. Cette nuit marque la fin définitive de son enfance et le début de sa vie d'épouse royale. Philippe II, malgré leurs différences d'âge, semble développer une affection sincère pour cette jeune Française qui incarne la paix tant désirée. La correspondance d'Élisabeth avec sa mère révèle ses efforts désespérés pour s'adapter. Elle apprend l'espagnol, adopte les coutumes locales, multiplie les gestes de piété catholique. L'ambassadeur français, Sébastien de Limoges, écrit à Catherine de Médicis qu'elle passe le temps à faire des esquisses de portraits qu'elle réalise devant moi aussi rapidement qu'elle a l'esprit vif. Mais ces lettres trahissent également sa mélancolie profonde. Cette adolescente sacrifiée tente de faire bonne figure tout en portant le poids d'une responsabilité écrasante. Catherine de Médicis suit de loin la vie de sa fille avec une attention obsessionnelle.
Chaque détail de la santé d'Élisabeth lui est rapporté par les correspondances diplomatiques et les mémoires des Français ayant servi ou approché la jeune reine. Cette surveillance constante témoigne autant d'affection sincère que de soucis politiques de suivre dans le détail ce qui pourrait, à terme, altérer les relations amoureuses du couple royal et compromettre la pérennité de l'alliance franco-espagnole. Catherine veille à ce que sa fille prenne soin de fréquemment exercer son corps. Soucieuse de sa santé et de son rétablissement après chaque maladie, la reine-mère conseille avant tout de faire des promenades à pied et non en carrosse. Dès 1560, après les premières altérations de la santé d'Élisabeth, Catherine prie Philippe ou encore l'Aubespine de commander au médecin qu'il ne la garde pas autant au lit. Le souci de la reine-mère est de préparer au mieux le corps de sa fille à enfanter. Catherine de Médicis fut particulièrement attentive à l'hygiène de vie de sa fille, à ses régimes et aux soins accordés à son corps. Elle considérait l'exercice physique important pour entretenir la vigueur et favoriser une grossesse. Elle n'en sera que plus saine et son enfant s'en portera mieux quand elle fera un peu d'exercice. Cette préoccupation constante pour les habitudes alimentaires révèle l'obsession de l'époque pour la capacité reproductive des reines. En 1564, première grossesse. Élisabeth espère que la maternité lui apportera enfin une place stable dans ce royaume étranger et l'affection définitive de son époux. Mais elle fait une fausse couche de jumeaux. Cette perte la plonge dans une tristesse profonde. Philippe II, lui, s'inquiète. Sa jeune épouse parviendra-t-elle à lui donner l'héritier mâle dont l'Espagne a besoin? La pression sur Élisabeth s'intensifie. En 1566, naissance d'Isabelle Claire Eugénie à Ségovie. Cette fille, si elle réjouit ses parents, ne résout pas la question dynastique. Philippe II a besoin d'un fils pour perpétuer la lignée des Habsbourg d'Espagne et assurer la succession de son immense empire. Élisabeth se sent coupable de ne pas remplir sa fonction principale, donner un héritier mâle à l'Espagne. L'année suivante, en 1567, naît Catherine Michel, toujours à Ségovie. 2 filles, mais toujours pas de fils. Cette culpabilité s'ajoute à sa mélancolie naturelle et à l'éloignement de sa famille française. Élisabeth commence à montrer des signes de fatigue physique et morale. Les grossesses répétées, le stress constant, le poids de ses responsabilités royales usent prématurément cette jeune femme. En 1564, lors du Grand Tour de France organisé par Catherine de Médicis pour Charles IX, Élisabeth obtient l'autorisation de rencontrer sa mère à Bayonne. Cette entrevue, la dernière de sa vie, révèle l'ampleur de sa transformation. Catherine de Médicis s'écrie en la voyant « Ma fille, vous êtes bien espagnole ». Cette exclamation cache une double signification. Fierté maternelle de voir sa fille adaptée, mais aussi tristesse de constater qu'Élisabeth a perdu une partie de son identité française. Les années 1567-1568 marquent le déclin physique d'Élisabeth. Les grossesses répétées, le stress constant, l'éloignement de sa famille et le poids de ses responsabilités royales usent prématurément cette jeune femme de 22 ans. Ces portraits de cette époque montrent un visage fatigué, marqué par une gravité précoce qui contraste avec l'adolescente joyeuse qu'elle était en France. Philippe II, conscient de la fragilité de sa femme, développe pour elle une affection sincère qui dépasse largement les considérations politiques initiales. Leurs contemporains témoignent d'un véritable amour entre les époux, malgré les circonstances dramatiques de leur union. Cette tendresse tardive ne peut cependant effacer le traumatisme originel de cette jeune fille vendue par sa propre mère. Élisabeth continue de pratiquer la peinture et le dessin, ses passions d'enfance. Ses activités artistiques lui offrent les seuls moments de liberté dans une existence entièrement codifiée. Elle peint et dessine aussi promptement qu'elle a bon esprit, selon l'ambassadeur français. Ses œuvres révèlent une intelligence vive et une créativité naturelle bridée par un destin imposé. Cette phrase révèle toute la tragédie d'Élisabeth. Une jeune femme douée pour les arts se retrouve cantonnée au rôle de reproductrice dynastique et de symbole diplomatique. Sa capacité artistique, son intelligence, sa sensibilité ne comptent que dans la mesure où elles peuvent charmer son époux et assurer la stabilité de l'alliance franco-espagnole. En 1568, Élisabeth tombe enceinte pour la 4e fois. Cette grossesse représente un nouvel espoir pour Philippe II et pour elle-même.
Peut-être donnera-t-elle enfin le fils tant attendu, qui justifiera tous les sacrifices consentis. Mais son état de santé inquiète les médecins. Les grossesses précédentes ont affaibli son organisme, et cette nouvelle épreuve pourrait être fatale. Catherine de Médicis, depuis la France, prodigue ses conseils par lettres interposées. Elle recommande l'exercice physique, une alimentation équilibrée, des promenades à pied. Mais la reine-mère comprend que sa fille s'affaiblit dangereusement. Les correspondances diplomatiques rapportent les malaises fréquents d'Élisabeth, sa fatigue croissante, ses moments de mélancolie profonde. Le 3 octobre 1568, alors qu'elle porte un fœtus de 6 mois, Élisabeth s'effondre brutalement. Les médecins tentent tout pour la sauver, mobilisent tous les remèdes de l'époque, mais en vain. Elle meurt à l'âge de 23 ans en emportant avec elle l'enfant qu'elle portait, une fille, selon les sources de l'époque. Cette mort prématurée anéantit les derniers espoirs de donner un héritier mâle à Philippe II. Philippe II pleure sincèrement sa jeune épouse. Cette femme qui lui était arrivée comme un pion diplomatique, comme une marchandise négociée par sa mère, avait fini par conquérir son cœur. Sa mort le laisse inconsolable, mais aussi inquiet. Comment assurer sa succession sans héritier mâle de cette union française? Il devra se remarier rapidement avec Anne d'Autriche pour obtenir enfin le fils qu'Élisabeth n'a pu lui donner. La mort d'Élisabeth marque symboliquement la fin de la paix du Cateau-Cambrésis. Cette jeune femme, qui incarnait la réconciliation franco-espagnole, emporte avec elle les espoirs de stabilité européenne. Philippe II devra se remarier rapidement avec Anne d'Autriche pour obtenir enfin le fils qu'Élisabeth n'a pu lui donner. Ce remariage avec une princesse autrichienne, plutôt qu'avec Marguerite de Valois, la petite sœur d'Élisabeth, marque une inflexion diplomatique majeure. Catherine de Médicis apprend la mort de sa fille avec une douleur mêlée de culpabilité. Cette mère qui avait sacrifié son enfant pour sauver la France réalise l'ampleur du prix payé. Dans une lettre déchirante à Philippe II, elle exprime sa peine et reconnaît implicitement sa responsabilité. Élisabeth était devenue Isabelle de la Paz, l'incarnation vivante de la paix, mais cette paix s'était nourrie de son sacrifice personnel. Philippe II lui répond le 16 novembre que sa lettre avait ravivé sa peine et lui assure que ses bons conseils touchant le manger et l'exercice de sa fille lui auraient été bénéfiques, mais sans pouvoir éviter le pire. Cette correspondance révèle l'affection sincère qui unissait le roi d'Espagne à sa jeune épouse française, bien au-delà du calcul politique initial. Les deux filles d'Élisabeth grandissent en Espagne, portant en elles l'héritage de cette mère française morte trop jeune. Isabelle Claire Eugénie, l'aînée, sera même pressentie pour monter sur le trône de France à la mort d'Henri III en 1589. Le portrait de cette petite fille d'Élisabeth sera installé au Louvre pendant les États généraux de 1593, rappelant les liens complexes tissés par le mariage de sa mère. Cette filiation illustre l'ironie tragique de l'histoire. La fille d'Élisabeth, celle qui était née de ce sacrifice maternel, faillit devenir reine de France. Catherine de Médicis, en vendant sa fille à l'Espagne, avait involontairement créé une prétendante espagnole au trône français. Philippe II n'hésita d'ailleurs pas à réclamer la couronne de France pour Isabelle Claire Eugénie lors de la crise successorale qui suivit la mort d'Henri III. La mort prématurée d'Élisabeth bouleverse l'équilibre européen. Sans héritier, mâle de cette union franco-espagnole, la paix du Cateau-Cambrésis perd son garant biologique. Philippe II, conscient de cette fragilité, se remarie dès 1570 avec Anne d'Autriche, sa nièce, qui lui donnera enfin le fils tant espéré, le futur Philippe III. Ce remariage autrichien plutôt que français marque l'échec partiel de la stratégie de Catherine de Médicis. En sacrifiant sa fille, elle espérait créer un lien durable entre la France et l'Espagne par la descendance. Mais la mort d'Élisabeth brise cette chaîne dynastique et permet à l'Espagne de se tourner vers l'Empire autrichien pour assurer sa succession. La tragédie personnelle d'Élisabeth reflète aussi l'évolution des relations internationales au XVIe siècle. Les mariages dynastiques, piliers de la diplomatie médiévale, montrent leurs limites face aux réalités géopolitiques modernes. La mort d'une princesse de 23 ans peut compromettre des décennies de négociations et remettre en cause l'équilibre européen. Philippe II, malgré son chagrin sincère, doit rapidement oublier sa douleur pour les besoins de l'État. Cette capacité à séparer sentiments personnels et intérêts politiques caractérise les souverains de l'époque.
Élisabeth elle-même avait dû apprendre cette leçon cruelle dès son arrivée en Espagne. L'histoire d'Élisabeth de Valois révèle la brutalité des mariages dynastiques de la Renaissance. Cette adolescente brillante et sensible fut littéralement vendue par sa propre mère pour sceller une paix nécessaire, mais fragile. Son sacrifice permit à la France d'échapper à la banqueroute et à l'humiliation, mais au prix d'une vie humaine broyée par la raison d'État. La correspondance conservée entre Élisabeth et sa mère témoigne de l'amour sincère qui unissait ces deux femmes, malgré la transaction politique qui les séparait. Catherine de Médicis ne cessa jamais d'aimer sa fille, même après l'avoir sacrifiée. Élisabeth, de son côté, continua de vénérer les portraits de sa famille française jusqu'à sa mort, leur faisant la révérence le soir, après avoir dit ses heures. Cette piété filiale révèle la grandeur d'âme d'Élisabeth. Malgré le sacrifice imposé, elle ne reprocha jamais à sa mère sa décision. Elle comprenait les contraintes politiques qui avaient dicté son destin. Cette maturité précoce, cette capacité à pardonner l'impardonnable, témoignent d'une noblesse de caractère exceptionnelle. Les portraits d'Élisabeth évoluent au fil des années, reflétant sa transformation physique et morale. Les premiers dessins de Clouet montrent une enfant joyeuse aux yeux pétillants. Les derniers portraits révèlent une jeune femme grave, marquée par ses responsabilités, mais toujours belle. Cette évolution illustre le passage brutal de l'enfance insouciante à la maturité politique. 3 siècles plus tard, l'histoire tragique d'Élisabeth inspirera Friedrich von Schiller pour sa pièce Don Carlos. L'auteur allemand transformera cette réalité historique en drame romantique, imaginant un amour impossible entre Don Carlos et sa belle-mère Élisabeth. Giuseppe Verdi adaptera ensuite cette pièce en opéra, immortalisant sous le nom d'Élisabeth de Valois cette jeune femme sacrifiée. Ses œuvres artistiques, si elles prennent des libertés avec la vérité historique, témoignent de la fascination durable exercée par cette tragédie. Élisabeth devient le symbole de toutes les femmes sacrifiées sur l'autel de la politique, de toutes les adolescentes vendues pour des considérations qui les dépassent. Son histoire résonne à travers les siècles comme un cri silencieux contre l'instrumentalisation des êtres humains. La légende romantique créée par Schiller et Verdi déforme certes la réalité historique, mais elle révèle une vérité plus profonde, celle d'une jeune femme contrainte d'accepter un destin qu'elle n'avait pas choisi. L'amour impossible entre Don Carlos et Élisabeth symbolise tous les rêves brisés par les contraintes politiques. Cette postérité artistique offre à Élisabeth une forme de rédemption posthume. Celle qui était morte dans l'indifférence relative de son époque devient, grâce à l'art, une figure universelle de la tragédie féminine. Son sacrifice inspire la compassion et la réflexion sur les limites acceptables du pouvoir politique. L'histoire d'Élisabeth de Valois nous enseigne les contradictions de la Renaissance. Cette époque de renouveau artistique et intellectuel reste marquée par une brutalité politique qui sacrifie l'individu à l'État. Les plus belles créations de l'art côtoient les calculs les plus cyniques du pouvoir. Catherine de Médicis incarne parfaitement ces contradictions. Cette femme cultivée, protectrice des arts, mère aimante, n'hésite pas à vendre sa fille pour sauver son royaume. Cette dualité révèle la complexité d'une époque en transition entre les valeurs médiévales et modernes. L'éducation d'Élisabeth illustre aussi cette ambiguïté. On lui enseigne les arts, les langues, la philosophie, comme si elle devait devenir une femme libre et cultivée. Mais simultanément, on la prépare à son rôle de monnaie d'échange diplomatique. Cette contradiction entre formation intellectuelle et destinée politique caractérise l'éducation des princesses de l'époque. La tragédie d'Élisabeth révèle également l'émergence de l'État moderne, qui place la raison d'État au-dessus des considérations humaines. Philippe II et Catherine de Médicis, malgré leurs sentiments personnels, obéissent d'abord aux impératifs politiques. Cette primauté de l'intérêt national sur l'individu annonce les grandes tragédies politiques des siècles suivants. La condition féminine au XVIe siècle. L'histoire d'Élisabeth éclaire cruellement la condition des femmes au XVIe siècle. Même les princesses, malgré leurs privilèges apparents, restent des objets politiques échangés selon les besoins dynastiques. Leur éducation raffinée, leurs talents artistiques, leur intelligence ne les protège nullement de cette instrumentalisation. Le corps féminin devient un territoire politique. Celui d'Élisabeth appartient d'abord à la France, qui le négocie, puis à l'Espagne.
qu'il exploite pour la reproduction dynastique. Cette appropriation masculine du corps féminin révèle les structures patriarcales profondes de la société d'Ancien Régime. La surveillance constante des besognes d'Élisabeth, l'attention obsessionnelle portée à sa fertilité, la déception causée par ses fausses couches illustrent la réduction de la femme à sa fonction reproductrice. Peu importe son intelligence, sa beauté, ses talents, seul compte sa capacité à enfanter des héritiers mâles. Cette instrumentalisation s'accompagne paradoxalement d'une certaine reconnaissance du pouvoir féminin. Catherine de Médicis gouverne effectivement la France, Élisabeth influence la politique espagnole, leurs correspondances participent à la diplomatie européenne. Mais ce pouvoir reste toujours dérivé, conditionné par leur statut d'épouse ou de mère. 3 siècles séparent la mort d'Élisabeth de l'œuvre de Schiller. Cette distance temporelle révèle l'évolution des mentalités européennes. Ce qui paraissait normal au XVIe siècle, vendre sa fille pour des raisons politiques, choque les consciences du XVIIIe siècle. Cette évolution témoigne de l'émergence progressive de l'individualisme moderne. Les philosophes des Lumières, contemporains de Schiller, développent l'idée de droit naturel inaliénable. L'individu acquiert une dignité propre, qui ne peut être sacrifiée aux intérêts collectifs. Cette révolution philosophique rend incompréhensible le sacrifice d'Élisabeth pour les générations suivantes. Pourtant, l'admiration suscitée par cette histoire révèle aussi une nostalgie pour les valeurs sacrificielles d'autrefois. Élisabeth fascine parce qu'elle accepte son destin avec une grandeur d'âme que l'individualisme moderne a peut-être fait perdre. Son abnégation contraste avec l'égoïsme contemporain. Cette tension entre admiration et réprobation traverse les siècles. Chaque époque projette ses propres valeurs sur l'histoire d'Élisabeth, y trouvant tantôt un modèle de dévouement, tantôt une victime de l'oppression patriarcale. Cette plasticité interprétative explique la persistance de sa légende. L'histoire d'Élisabeth résonne encore aujourd'hui car elle révèle des mécanismes intemporels. Les mariages forcés persistent dans certaines sociétés. Les femmes continuent d'être instrumentalisées pour des raisons politiques ou économiques. Les formes changent, mais le fond demeure. Les négociations matrimoniales du XVIe siècle préfigurent les alliances économiques modernes où les individus deviennent des variables d'ajustement. Les fusions d'entreprises, les accords commerciaux sacrifient parfois l'humain au profit. Élisabeth devient le symbole de toutes ces victimes du calcul politique. Sa capacité à transformer une contrainte en opportunité d'épanouissement personnel inspire aussi nos contemporains. Malgré un mariage imposé, elle trouve l'amour avec Philippe II. Malgré l'exil, elle découvre une nouvelle culture. Cette résilience offre un modèle pour surmonter l'adversité. La dignité d'Élisabeth face au malheur transcende son époque. Sa façon d'accepter l'inacceptable, de trouver du sens dans l'absurde, de créer de la beauté dans la souffrance parle à toutes les générations. Elle incarne une forme de grandeur humaine universelle. L'histoire d'Élisabeth de Valois démontre que derrière les grands traités diplomatiques se cachent souvent des drames humains. Le traité du Cateau-Cambrésis, présenté comme un triomphe de la diplomatie européenne, s'est construit sur le sacrifice d'une adolescente de 14 ans. Cette réalité nous invite à regarder l'histoire avec un œil plus critique. Catherine de Médicis, mère aimante mais reine impitoyable, illustre parfaitement les contradictions de son époque. Cette femme, qui chérissait ses enfants, n'hésita pas à vendre sa fille préférée pour sauver son royaume. Cette transaction révèle l'inhumanité d'un système politique où les considérations dynastiques primaient sur les sentiments humains. Élisabeth elle-même, malgré sa tragédie personnelle, parvint à transformer son sacrifice en acte d'amour. Sa capacité à s'adapter à l'Espagne, à aimer Philippe II et à incarner dignement la paix franco-espagnole témoigne d'une grandeur d'âme exceptionnelle. Cette jeune femme contrainte devint une reine accomplie, même si cette réussite, lui, coûta la vie. Son destin nous rappelle que l'histoire s'écrit souvent avec le sang et les larmes des innocents. Derrière chaque alliance, chaque traité, chaque réconciliation, se cachent des vies brisées, des familles déchirées, des enfances sacrifiées. Élisabeth de Valois nous enseigne que le prix de la paix peut parfois être insupportable. Cette histoire nous interroge aussi sur la légitimité des sacrifices imposés par les États. Jusqu'où peut-on aller au nom de l'intérêt national? Les droits de l'individu ont-ils des limites face aux nécessités politiques?
Ces questions posées par l'histoire d'Élisabeth restent d'actualité dans notre monde moderne. Aujourd'hui, encore, l'histoire d'Élisabeth de Valois résonne comme un avertissement. Elle nous rappelle que derrière les grandes décisions politiques se trouvent toujours des êtres humains dont les vies peuvent être bouleversées. Cette princesse française devenue reine d'Espagne au prix de son bonheur personnel incarne toutes les victimes de la raison d'État. Sa mort prématurée, à 23 ans, emporta avec elle les espoirs de paix durable qu'elle était censée incarner. Ce destin tragique prouve que certains sacrifices, même consentis pour de nobles causes, peuvent se révéler vains et cruels. Élisabeth de Valois reste dans l'histoire comme le symbole poignant d'une époque où l'humanité cédait trop souvent devant les impératifs politiques. L'héritage de cette jeune femme dépasse largement les circonstances de son époque. Elle nous enseigne la dignité dans l'adversité, l'amour malgré la contrainte et la grandeur d'âme face à un destin imposé. Élisabeth de Valois, princesse vendue par sa mère pour financer une guerre, devint par sa vie et sa mort une leçon éternelle sur le véritable coût de la paix et la valeur irremplaçable de chaque existence humaine.